Bon, alors, il me tenait vraiment à cœur de présenter un programme sur les méthodes substitutives à l'expérimentation animale pour faire une sorte d'état des lieux des avancées scientifiques à ce sujet et savoir vers quoi on pouvait tendre. Voilà. Donc c'est une première, c'est-à-dire qu'on parle rarement de ces méthodes et j'avais vraiment envie qu'on traite de ce sujet. Audrey Jougla va prendre la parole. Elle est diplômée, enfin je la présente quand même si elle n'est plus vraiment à présenter. Elle est diplômée de Sciences Po Paris. Elle a été journaliste avant de reprendre ses études de philosophie et se passionne pour l'éthique animale. Elle est l'auteure de l'ouvrage Profession animale de laboratoire. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si je prends le micro. Ouais, c'est mieux. Alors, je vais vous présenter assez rapidement le problème qu'on a et pourquoi, en fait, parler de méthode substitutive. Si on parle de ça, c'est bien qu'il y a un problème à la base. Et en l'occurrence, voilà, je vais reprendre quelques éléments principaux de mon enquête, donc, qui a été menée en France. Donc ça ne se passe pas loin, ça se passe ici, en Île-de-France, à Paris, à côté de chez vous, en province. Et c'est aussi une réalité qui est actuelle. C'est quelque chose qui se passe maintenant. Donc c'est important de l'avoir en considération. Donc tout d'abord, il faut savoir, et je vais aller vite là-dessus, que l'expérimentation animale, c'est pas uniquement une question scientifique, c'est aussi une question morale. Et c'est bien là tout le problème, et c'est là aussi que le bas blesse pour la communauté scientifique, puisque à partir du moment où c'est une question morale, ça devient une question de société sur laquelle tout un chacun est en droit de s'interroger et de questionner, au même droit que les autres choix qui sont faits par la société. Qu'est-ce qu'on valide ? Est-ce qu'on est d'accord avec ces choix-là ou pas ? Dans quelle société est-ce qu'on veut vivre ? Et à ce titre, ça n'est pas uniquement une question scientifique d'expertise. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça remet en cause en fait l'unique légitimité des chercheurs qui trop souvent ont tendance à cloisonner en fait et à fermer le débat sous prétexte qu'on n'est pas soi-même chercheur en fait. Il faut savoir, alors très rapidement, que l'expérimentation animale, ça concerne pas du tout uniquement les médicaments et les vaccins, ça c'est un préjugé que les gens ont. Ça concerne aussi les produits ménagers, les pesticides, les crèmes solaires, les additifs alimentaires et même la recherche militaire. C'est quelque chose qui est très peu connu, mais sur lequel j'ai aussi enquêté, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'armement nucléaire, bactériologique et chimique est testé sur les animaux au préalable. Il y a notamment un laboratoire en Suisse qui fait ça pour l'Union européenne. Donc c'est un champ qui est extrêmement vaste et le préjugé et l'image qu'on a du vaccin ou du médicament testé sur les animaux est en fait très éloigné de la réalité que l'expérimentation animale recouvre. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Quant aux méthodes substitutives, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sera bien plus développé par la suite, mais il faut savoir qu'elles sont extrêmement variées en fait. Ce n'est pas uniquement une seule méthode, il y a vraiment tout un champ en fait, de méthodes qui se complètent et qui permettent d'agir aussi bien en toxicologie qu'en recherche fondamentale. Et c'est quelque chose qui est trop souvent ignoré en fait, du grand public. Parce qu'on a tendance à penser, évidemment, et c'est bien plus confortable, que si on fait souffrir des animaux, c'est parce qu'on n'a pas le choix scientifique. Or, ce choix, il existe, il y a énormément de méthodes. Voilà, je vous ai mis quelques exemples, c'est pas du tout exhaustif. Et en termes d'exemples aussi, donc très concrètement, il y a une entreprise française qui s'appelle Poietis qui produit par exemple de la peau qu'on peut imprimer en 3D. C'est quelque chose d'extrêmement nouveau et qui marche très très bien et qui est très sollicité. Et c'est une entreprise privée, c'est-à-dire que là encore on se rend compte qu'il n'y a pas d'institut de recherche public en fait en France qui va défendre les méthodes substitutives. Finalement c'est le privé qui prend en fait ce marché-là et qui du coup commence à développer des méthodes parce que ça peut justement intéresser tout un tas d'acteurs et de laboratoires notamment. Un autre exemple, c'est une entreprise allemande qui s'appelle Celasis et qui produit notamment des alternatives aux tests d'irritation oculaire. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important à connaître et ça n'est pas forcément appliqué. C'est-à-dire que même si ces méthodes-là existent et sont validées, puisque
puisque cette firme-là les commercialise, et je vous ai mis donc la capture d'écran de leur site, où on voit différents types de produits. Ça n'est pas forcément utilisé, c'est-à-dire qu'on poursuit encore les tests d'irritation oculaire sur les animaux en France en 2016. Alors que la directive européenne oblige normalement les laboratoires à remplacer les animaux quand des méthodes existent. La preuve, c'est que ça n'est pas le cas. Donc la question qu'on se pose assez logiquement, c'est s'il y a des méthodes qui existent, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas utilisées ? Il y a un concours de raisons à ça. Tout d'abord, il y a un problème de formation, c'est-à-dire la formation des chercheurs à ces méthodes-là n'est pas du tout encouragée. Il faut se rendre compte que, par exemple, un chercheur qui a appris à pratiquer des protocoles quand il avait 25-26 ans, aujourd'hui, il va en avoir 45, donc la recherche a progressé pendant 20 ans, et il y a toujours cette tendance, en fait, à se baser sur ce qu'on a appris, et évidemment, à poursuivre, en fait, des protocoles avec des méthodes qui sont obsolète. Ça paraît un peu délirant quand on le dit comme ça, et pourtant c'est un vrai frein à l'utilisation des nouvelles méthodes. Les exemples que je vous ai montrés sont assez récents en fait, et ne sont pas forcément connus. Ensuite, il y a un besoin de publication. Alors, le besoin de publication, pourquoi les animaux ? Simplement parce que si un protocole a été fait sur une espèce et pas sur une autre, on a un créneau, en fait, pour publier une expérience et donc alimenter, en fait, sa carrière de chercheur, la financer aussi, accessoirement. Et donc, la variété des espèces animales permet aussi de diversifier les publications. Par exemple, le Desktop, c'est un exemple qu'on comprend très bien, avait été testé pour de l'irritation, l'ingurgitation en fait du Desktop, pour voir l'irritation de l'œsophage. Ça avait été fait sur des cochons et ça a été refait ensuite sur des chiens. Donc une nouvelle publication. Donc voilà, la variété des espèces animales alimente aussi ce circuit-là. Il y a une aversion au changement aussi, c'est une autre raison, c'est-à-dire ça consiste à ne pas changer un protocole qui marche, il y a une certaine peur à ça, on fait comme on sait faire en fait, comme on a l'habitude. Une autre raison, c'est aussi les subventions, il faut savoir qu'il y a des subventions qui sont accordées à la recherche qui est faite sur les animaux, alors qu'il n'y a pas de subventions forcément pour les méthodes alternatives, il y a des prix qui existent et qui récompensent des recherches sur les méthodes substitutives, mais il y a un budget de subvention pour la recherche animale qui est sans commune mesure avec ce qui existe pour les méthodes sans animaux. Enfin, ces méthodes-là ne sont pas encouragées dans leur développement de manière financière, et ça c'est un vrai problème. Et c'est pourquoi, notamment, comme je vous l'ai montré, il y a des acteurs privés qui du coup vont s'intéresser à ce développement-là, puisque finalement il n'y a pas d'encouragement financier public des méthodes alternatives. Et enfin, la dernière raison, qui est beaucoup plus tendancieuse mais réelle, c'est en fait simplement le fait que les espèces animales permettent de modifier les résultats qu'on obtient. C'est très simple à comprendre. Je suis une marque, je finance un protocole de recherche qui vise à pouvoir commercialiser certains produits, donc à démontrer leur innocuité pour l'homme, le fait qu'ils ne soient pas toxiques, par exemple. Je vais bien sûr avoir une tendance à vouloir que mon équipe de recherche puisse prouver que voilà, les résultats vont dans mon sens. Donc le choix de l'espèce n'est pas neutre. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on parle de science qu'il y a une objectivité et une neutralité de fait. Ça reste extrêmement subjectif et le choix de l'espèce change considérablement les résultats, les influx. Il y a une marge de manœuvre qui est très claire là-dessus, qui est connue. C'est pas du tout un secret pour personne dans la recherche. Or, cette marge de manœuvre, on la perd quand on est avec des méthodes substitutives qui sont reproductibles de manière absolument objective en tout temps et en tout lieu, et donc qui n'ont pas du coup ce changement en fait sur les résultats et cette petite manipulation.
Il faut comprendre que quand on parle évidemment d'expérimentation animale, on va vous dire mais c'est nécessaire à la santé. Preuve en est tout ce qu'on a découvert à ce jour avec les expériences sur les animaux. Ça, c'est ce que met en avant le GIRCOR. C'est une petite chronologie choisie par eux des découvertes médicales liées en fait aux expériences sur les animaux. Donc il y a deux choses qu'il faut savoir par rapport à ça. La première, c'est que l'histoire médicale a toujours utilisé en fait les animaux. Donc rhétoriquement, il est impossible de dire qu'on aurait pu trouver, par exemple, ces découvertes-là autrement, puisque de toute façon, les expériences sur les animaux font partie de la chaîne des découvertes. Donc à ce moment-là, tout ce qu'on découvre est forcément, d'une manière ou d'une autre, lié en fait aux expériences sur les animaux. Et c'est là où il y a quelque chose de très dangereux, qui est en fait l'interprétation des découvertes. C'est-à-dire que les découvertes médicales ne sont pas forcément liées à l'impact de l'animal. C'est simplement qu'on y a eu recours à un moment donné. Et quelque part, on se rend compte que sur certaines découvertes, le rôle de l'animal n'est pas du tout aussi clair que la manière dont il est revendiqué. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que certaines découvertes médicales ne sont pas forcément liées aux expériences directement sur les animaux. Simplement, on a utilisé des animaux à un moment donné, puisque ça fait malheureusement partie de la chaîne des découvertes. Et la troisième chose qui est importante de rappeler, c'est que c'est pas parce qu'on a fait comme ça à une époque donnée que c'est toujours valable aujourd'hui. Le temps en termes de recherche n'est pas du tout le même temps que celui de l'histoire. Et 20 ans dans la recherche scientifique, c'est énorme. Donc, on ne peut pas comparer, en fait. Donc, finalement, ça n'est pas du tout un argument. Donc, il faut vraiment le savoir. Et bien sûr, je pense qu'on y reviendra avec les autres intervenants, si on parle des découvertes, c'est-à-dire l'aspect un peu victorieux de l'expérimentation animale, il faut aussi tout dire et il faut aussi parler des effets inutiles ou même dangereux, c'est-à-dire les effets secondaires des médicaments et aussi tout ce dont on se prive potentiellement parce que les substances sont toxiques sur les animaux et ne le sont pas ou ne le seraient pas sur l'homme. L'exemple assez connu qui est mis en avant par le toxicologue Thomas Hartung est celui de l'aspirine qui ne serait pas découverte aujourd'hui puisqu'elle est toxique aux doses légalement imposées, elle est toxique sur les rats et donc elle serait écartée. Donc c'est un vrai problème qu'on a par rapport aux effets nocifs et à ceux qui peuvent être bénéfiques pour l'homme mais dont on se passe potentiellement à cause justement de cette étape sur l'animal. Et il faut aussi savoir que les effets secondaires, donc là encore, ne sont pas du tout ignorés par les laboratoires. Au contraire, ils sont pris en compte en fait dans le plan de financement des médicaments. C'est-à-dire qu'il y a un calcul qui est fait entre la latence de mise sur le marché d'un médicament et le moment où potentiellement il sera retiré du marché. Donc c'est à peu près 7 à 10 ans. Et donc, évidemment, le médicament aura été amorti. Le système est bien fait pour ça. Il aura été amorti, évidemment, toute la partie R&D du médicament aura été amortie pendant cette période de commercialisation. Donc, tout ça est évidemment connu et su. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on veut expérimenter sur les humains et c'est pourquoi les méthodes substitutives sont absolument nécessaires à diffuser et à mettre en avant. Parce qu'en fait, quand on parle de suppression de l'expérimentation animale, on parle de suppression d'une étape en fait, qui est celle qui précède les essais cliniques. Les essais cliniques sont les essais sur l'homme qui sont de toute façon conduits. Donc il y a des essais sur des volontaires sains, puis des volontaires malades qui sont rémunérés pour ça. Donc de toute façon, on expérimente encore sur l'homme, j'ai envie de dire, même si certains l'ignorent. Et en fait, quand on parle de suppression, voilà, des expériences sur les animaux, on parle simplement de remplacer le chaînon précédent, en fait, les essais cliniques. Donc il y a une vraie confusion à ce niveau-là. Alors pourquoi est-ce qu'on est aussi virulent, en tout cas pour ma part, quant à la suppression de l'expérimentation animale, au-delà des effets évidemment sur la santé humaine, c'est par rapport à ce genre de discours. Donc là, c'est la capture d'un site de Safe, qui est une entreprise privée,
qui commercialise des aliments, des litières à destination des animaux de laboratoire. Et comme vous le voyez, l'image qui est utilisée, le marketing de cette firme est assez éloigné de la réalité qui est celle des animaux de laboratoire. Quand on dit qu'ils sont bien traités de toute façon, c'est absolument inconcevable. Ce sont des animaux qui sont dans des situations de grande détresse. Ils naissent pour ça. Alors pour certains, c'est une excuse de dire que comme ils sont destinés à ça, en fait, il n'y a pas de problème moral. Je trouve ça plutôt tragique. C'est en fait des animaux qui naissent alors parfois malades, puisqu'ils ont besoin d'être porteurs de maladies génétiques notamment, ou sans défense immunitaire, pour le besoin des protocoles. Ils vivent toute leur vie dans des conditions carcérales, en sous-sol, ils ne sortent pas, il n'y a pas de lumière du jour, bien évidemment. Certains chercheurs m'ont dit que c'était pour le bien-être des animaux et pour les protéger notamment des extrémistes qui auraient du coup connaissance de la présence de ces animaleries. Donc les animaleries sont en sous-sol, c'est extrêmement bruyant, c'est très métallique, c'est infernal en fait. Quand on y va et qu'on y reste une journée, on sort avec une migraine qui est absolument terrifiante. Donc les conditions sont très très dures. Ces animaux-là ne sortent pas. Il faut imaginer qu'un singe passe sa vie, c'est-à-dire à peu près 10 jusqu'à 15 ans, selon évidemment les maladies, dans une cage. Donc c'est vraiment une peine de prison forte. Et en plus, au-delà de ces conditions-là de base, on les rend malades, c'est-à-dire qu'on intoxique ces animaux-là, on leur fait subir tout un tas d'intoxications donc par gaz ou par injection pour les rendre malades ou dépressifs dans le cadre de la recherche qui est faite en psychologie. Donc ce ne sont pas du tout des animaux en bonne santé, ce sont des animaux prostrés très souvent, qui sont extrêmement dans un état de grande souffrance. Et ensuite il y a les expériences, c'est pas fini. Donc c'est des expériences qui sont répétées très souvent, avec parfois des anesthésies générales qui sont répétées plusieurs fois sur le même animal. Donc c'est très dur. Et une fois qu'on a fait tout ça, il y a la relation avec le personnel de laboratoire, qui là encore n'est pas simple du tout. Par exemple, les singes ont bien compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à sortir de leur cage puisque ce qui les attendait n'était pas très joyeux. Donc ils s'accrochent au barreau, il faut les faire sortir de force, on les attrape avec une perche au cou. Tout ça est très violent en fait. Ça donne lieu parfois à des insultes du personnel envers les animaux, ce genre de situation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'imaginer, et effectivement dire qu'ils sont bien traités, c'est un non-sens absolu, puisque de toute façon on peut faire tout ce qu'on veut en termes de législation. À un moment il faut faire ces expériences-là et il faut bien passer par de la souffrance. Je vous laisse imaginer ce qu'est la recherche sur la douleur, la recherche sur les brûlures. Voilà, c'est extrêmement douloureux, on ne peut absolument pas parler de bien-être dans ces conditions-là. C'est pourquoi on vous montre en général ce type d'animal qui n'est absolument pas représentatif de la réalité. C'est une souris qui va absolument bien, on croirait même une souris d'animalerie. Et c'est vrai qu'à force de diffuser ce genre d'image, on en vient à penser qu'on est un peu extrémiste dans notre propos quand on dit que les animaux de laboratoire vivent un calvaire. La réalité, c'est la seule photo choquante de cette présentation. Si vous ne voulez pas la voir, fermez les yeux. Mais je pense que c'est important de voir ce que c'est ça. Voilà, ça c'est beaucoup plus fidèle en fait à la réalité de ce que vivent les animaux de laboratoire. Et je pense que c'est aussi important de savoir de quoi on parle, parce qu'à force de ne pas vouloir voir ou de ne pas vouloir savoir, finalement on ne sait plus de quoi on parle. C'est pourquoi les comités d'éthique sont finalement assez impuissants face à ça, puisque de toute façon c'est un peu une parade législative, si vous voulez, qui a été mise en place. Donc ils sont juges et parties, si je résume. Cet extrait est un extrait de sondage que j'avais obtenu pendant mon enquête, qui demande en fait dans quel sens, à partir du moment où les comités d'éthique vont devenir obligatoires, puisque c'était un changement de la directive européenne, qu'est-ce que ça va changer en fait dans la pratique, et est-ce que du coup les chercheurs apportent des changements à leur protocole depuis que les comités d'éthique sont obligatoires, et 71% ont répondu non. Donc c'est assez éloquent. Et finalement, on comprend bien que c'est une lourdeur administrative de soumettre son protocole au comité d'éthique. On m'a dit bien souvent que les protocoles commençaient avant d'avoir la réponse du comité d'éthique, puisqu'on savait que de toute façon, ça allait être validé. Donc forcément, ça ne sert pas à grand-chose.
Et évidemment, penser que du coup, si la législation devient plus contraignante, les expériences se feront ailleurs, ça n'est absolument pas un argument non plus, puisque de toute façon, on ne raisonne pas du tout comme ça dans les autres champs de la société. Sinon, on ne fait plus rien et on n'essaie pas du tout d'améliorer, que ce soit le travail, la liberté, le droit des femmes, que sais-je encore. Enfin voilà, c'est pas du tout un argument et la démocratie et même le droit ne fonctionnent pas comme ça. Donc je ne vois pas pourquoi en expérimentation animale il faudrait faire preuve d'un laxisme à cet égard. Et donc on va vous dire oui, mais il y a quand même un problème, c'est qu'on n'a pas des méthodes alternatives pour tout. Notamment les maladies qui nécessitent des organismes vivants entiers, les fameuses maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Donc déjà, il faut savoir que bienheureux celui qui peut décréter ça, puisque quand on cherche un peu, on trouve très souvent des méthodes alternatives qui existent. Notamment en Angleterre, il y a des choses qui sont conduites par un institut qui est spécialisé dans le vieillissement. Sans animaux. Donc il y a des choses qui se font aussi sur le cerveau et en neurosciences. Donc déjà, il faut modérer un petit peu cet argument massif. Et puis ensuite, il faut toujours avoir conscience qu'on n'en est absolument pas là, en fait, par rapport à l'état des lieux qui est celui de 2016, on peut faire énormément de choses et remplacer énormément de protocoles avant même de se poser cette question des expériences où il n'y aurait pas de méthode alternative. Donc on n'en est absolument pas là. J'ai envie de dire quand bien même, voilà, c'est quelque chose qu'il faut extrêmement modérer. Et donc, les 10 questions qu'on ne pose jamais à ce sujet, je vais passer un petit peu vite, mais ça permet aussi d'ouvrir un peu la réflexion au sujet de l'expérimentation animale. Tout d'abord, les effets secondaires sont finalement la preuve que le modèle animal est bien archaïque. Donc, même sans considérer la souffrance animale, ne serait-ce que pour notre santé, c'est évidemment un modèle qui est finalement un reliquat d'une science qui s'est construite par la découverte de l'anatomie sur une sorte de curiosité par rapport à l'organisme animal, mais qui n'est plus du tout celle du futur, en fait, enfin, qui ne correspond pas à l'évolution de la science. Et donc, c'est finalement un aveu, tous ces effets secondaires, qu'on est toujours dans une sorte de tâtonnement et qu'au moment où on passe sur l'homme, ça reste une surprise. Ensuite, il faut savoir que voilà, on invoque très souvent le cancer parce qu'on se dit que, évidemment, les expériences, c'est quand même pour le bien-être supérieur de l'humanité. Il faut savoir que pas du tout. Quand on prend les proportions en fait de recherche, on se rend compte que la recherche est massivement consacrée à des maladies qui sont rentables et le cancer, en l'occurrence, n'intéresse pas spécialement les chercheurs. Et par exemple, les cancers pédiatriques, parce qu'on en a beaucoup parlé des cancers pour les enfants, en mettant dans la balance l'animal versus l'enfant, il n'y a absolument pas de recherche qui est conduite sur les cancers pédiatriques. C'est vraiment ridicule, en fait, puisque ça n'est pas rentable. Donc, finalement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment modérer. Voilà. Et comme je vous le disais, pourquoi les laboratoires travaillent plus sur certaines maladies, ça n'est pas du tout par rapport aux besoins de l'humanité ou aux chiffres même. Un chercheur me disait, si on travaillait pour le bien-être de l'humanité, on travaillerait sur la malaria et pas sur Parkinson ou Alzheimer, qui sont des maladies qui touchent finalement une population occidentale riche, et on aimerait bien trouver des médicaments que ces gens-là puissent prendre tous les jours à vie. Là, ce serait vraiment extrêmement rentable. Donc, l'orientation de la recherche est faite uniquement en termes de bénéfices et non pas en termes d'avantages pour la population. C'est quelque chose qu'on oublie quand on parle des expériences sur les animaux. Et puis, il y a un autre volet aussi qui concerne les expériences qui sont menées en fait dans un but uniquement commercial, c'est-à-dire émettre toujours plus de médicaments. Légalement, c'est une obligation de passer par l'animal avant de passer sur l'homme. Donc finalement, tous ces laboratoires qui travaillent dans un but d'émission colossale de médicaments pour remplacer ceux qui tombent dans le domaine public, commanditent de facto des expériences qui ne sont faites uniquement dans un but commercial. C'est aussi le cas des MeToo qui concernent
en fait des médicaments qui sont des refontes. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouvelles molécules, mais voilà, c'est des nouveaux médicaments qu'on émet un peu comme une marque, sortirait des nouveaux shampoings. Et donc tout ça, ça coûte évidemment la vie à beaucoup d'animaux. En termes de proportion, c'est à peu près ça. 10 000 molécules testées pour 10 médicaments candidats à la commercialisation et un seul autorisé à la vente. Donc ça vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts par rapport à tout ce qui est mis sur le marché de manière régulière dans un but uniquement commercial, encore une fois. Mais il y a aussi tout l'aspect de non-mutualisation des résultats par rapport aux publications, qui est quelque chose de très compliqué. Ça se fait pour les essais cliniques, c'est-à-dire que comme c'est compliqué d'avoir des volontaires, les résultats négatifs sont publiés, alors que pour les animaux, c'est pas le cas. Il n'y a pas du tout de partage des données. C'est quelque chose qui est vraiment une étape très compliquée, notamment pour des raisons de concurrence, alors qu'on pourrait très bien envisager que ça ne fait pas partie de la concurrence et qu'on laisse la concurrence entre les laboratoires dans d'autres domaines, qu'on exclut, comme on le fait pour les essais cliniques, on exclut les résultats des expériences sur les animaux du secteur concurrentiel. Et ça, c'est une piste qui permettrait évidemment d'éviter les expériences redondantes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un laboratoire qui fait les mêmes expériences que son concurrent. Et donc là, on n'est pas du tout, encore une fois, dans le bien-être de l'humanité. Enfin, il faut savoir que la directive met en avant le fait que les primates ne serviront qu'aux expériences strictement nécessaires à la santé humaine. Donc ça, je pense que c'est un aveu assez clair qu'il y a quand même des expériences qui ne sont absolument pas utiles à la santé humaine. C'est écrit noir sur blanc, donc ça fait un peu peur, puisqu'on se dit, bon, les primates, ils nous dérangent un petit peu parce qu'ils nous ressemblent, donc on va limiter. Pour eux, ce sera uniquement le strictement nécessaire, et puis les autres espèces, on fera absolument tout ce qu'on a envie de faire sur eux. Donc voilà, pourquoi ne pas appliquer aussi cette restriction à tous les animaux. Je pense que si on part du postulat que l'expérimentation animale est nécessaire à la santé, il faut être cohérent jusqu'au bout. De même pour les grands singes qui sont exemptés des expériences. Il faut savoir que s'ils le sont, c'est pas pour des raisons forcément scientifiques. Dans la directive, c'est écrit par rapport à leur capacité sociale, leur capacité morale, leur capacité finalement cognitive. Et par rapport à tout ça, on s'est dit, bon ben voilà, ceux-là, ils sont vraiment très dérangeants parce qu'ils nous ressemblent vraiment beaucoup. Donc, on va les exclure des expériences sur les animaux. Alors que si on pousse la logique, si on était vraiment cohérent, on aurait tendance à dire, mais non, on a un excellent modèle. Faisons au contraire absolument, concentrons-nous sur eux. Faisons absolument toutes les expériences sur ceux-là, puisque si on est logique avec soi-même, il faudrait au contraire, voilà, se concentrer sur cela. Eh bien non, justement, c'est tout l'inverse. Donc c'est bien l'aveu par le législateur qu'on a là un problème qui est vraiment moral. Et ce problème moral, on le retrouve aussi sur les expériences de psychologie et de psychiatrie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait ces expériences-là sur les animaux, on reconnaît qu'on a une psychologie suffisamment proche pour que les résultats soient valables, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc on reconnaît que ces animaux-là peuvent souffrir de dépression, d'anxiété, d'isolement affectif, comme c'est le cas de cette expérience. On regarde les effets de l'isolement affectif. Voilà, c'est le postulat du protocole en fait, la dégradation en fait psychologique et les comportements liés à ça. Donc ça pose vraiment des questions qui vont bien au-delà, vous voyez, du simple vaccin ou du simple médicament. Et il faut comprendre que le principe en fait de l'expérimentation médicale est extrêmement violent, puisque finalement on considère comme inférieur sur un critère qu'on a évidemment choisi de différence. Pendant longtemps, l'expérimentation médicale donc se faisait sur des gens qu'on jugeait inférieurs socialement ou marginaux, les homosexuels, les déficients mentaux, les orphelins, les prostituées, les juifs. Donc voilà, c'est quelque chose qui a cette violence-là et qui aujourd'hui s'applique aux animaux avec ce double processus d'infliger quelque chose et d'instrumentaliser autrui pour en retirer un bénéfice soi-même. Et du coup, c'est pour ça que c'est complètement immoral et que finalement, c'est une pratique qui en soi est indéfendable. Le principe même de l'expérimentation animale est extrêmement violent. Et je voudrais donc voilà finir sur cette question que j'ai posée très souvent
voilà, pas aussi frontalement que ça, aux gens qui travaillaient avec les animaux, puisque c'est le terme qui est utilisé dans les laboratoires, la coopération des animaux et des hommes. Et voilà, évidemment, ils essaient à chaque fois de justifier leurs pratiques en disant qu'ils ne sont qu'un maillon de la chaîne, qu'ils ne font que exécuter finalement quelque chose qui fait partie de leur hiérarchie. Tous ces arguments faisant assez écho à des souvenirs historiques plutôt douloureux. Et voilà, il y a aussi eu cette réponse qui était de dire si les rats étaient à notre place, ils feraient la même chose, puisqu'on est au sommet de la pyramide et que finalement c'est la loi de la nature. Donc on se retrouve à justifier par une loi a priori naturelle, une position de supériorité par rapport aux animaux. Et évidemment un aveu des animaliers de parfois me dire on n'aimerait pas être à leur place. Donc voilà, c'est cette violence-là qui est compliquée, et je pense que le fait de se mettre à la place, d'essayer de se mettre à la place, je vous ai décrit un peu rapidement ce que c'était sans rentrer dans le côté un peu gore, qui est pourtant extrêmement réel. Il faut vraiment faire cet effort-là, parce que c'est un calvaire pour ces animaux-là, et je pense qu'au-delà même du propos un peu égoïste de se dire c'est pour notre santé, mais qui est un argument pour lequel les gens sont très réceptifs, en fait, puisque ça touche leur santé directement. Par simple principe d'empathie, on doit absolument remplacer l'expérimentation animale. Et je pense que c'est vraiment ça le cœur du problème. Après, voilà, c'est vrai que les gens sont plus à même parfois de l'écouter quand on touche leur santé et les effets secondaires qu'ils peuvent subir. Et pour finir, je voudrais juste vous montrer, en fait, cette courte vidéo, qui n'est pas du tout une vidéo d'animaux, mais qui est justement une vidéo qui permet de se mettre à la place d'eux, qui concerne le test de Dresde, donc le test d'irritation oculaire, qui est mené aujourd'hui encore sur les animaux, notamment les lapins, puisque les lapins ne pleurent pas. Alors je vais essayer de la mettre en grand. Voilà, du coup, il n'y a pas d'animaux, ça fait appel à un anthropomorphisme assumé, mais c'est tout à fait cette réalité-là à laquelle j'ai assisté, en fait. What are we doing here? A test about pesticides to determine their level of skin noxiousness. Good. We sometimes get really sick with that muck. That's not for us, it's for the farmers. So as they don't damage their hands with it. Oh shit! What's the test then? It's called the Dre's test. You've done it before? Yeah, once. And does this take long? Depends. 3 days, 2 weeks. 2 weeks? But you die before the end, often. But what the fuck is this test? They put the studied product in your eye, and they wait for the reactions. At the beginning you scream in pain, but very quickly you lose your voice. And as you can't move, well, there is nothing to do. Voilà. Ça, c'est la toxicologie. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement en France. Voilà pourquoi je suis personnellement révoltée contre l'expérimentation animale, et pourquoi, quand on me dit que les animaux sont bien traités, je pense que c'est vraiment le summum du cynisme. Et voilà, c'est pourquoi je pense qu'il est vraiment important de parler de méthodes substitutives. Voilà, en guise d'introduction, je pense que c'est le plus cohérent que je pouvais faire. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Audrey. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été assez touchée par cet anthropomorphisme assumé, comme disait Audrey, parce que c'est vrai que quand on se met un petit peu à la place de ce que ces animaux doivent vivre, c'est assez insupportable. Et encore une fois, j'avais envie de saluer le courage d'Audrey d'avoir passé 1 an et demi dans les laboratoires pour faire cette étude, cette recherche et l'ouvrage qu'elle a donc rédigé. C'est extrêmement courageux. Je vais vous laisser poser des questions à Audrey si vous le souhaitez. Il y a Marianne qui passera avec le micro pour prendre vos questions. Voilà, je fais un test. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Je voulais juste rajouter déjà que le livre était donc à l'entrée. Vous pourrez avoir le livre. J'ai aussi eu le plaisir d'interviewer Audrey.
Et je voulais rajouter aussi que je travaille beaucoup dans la médecine préventive et alternative, la médecine parallèle. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent un petit peu. Aussi quelque chose qui m'étonne parmi les véganes. On est végane aussi, il me semble, quand on ne prend pas de médicaments. Et dès qu'on est malade, on va quand même en prendre parce qu'on est malade. Ça ne justifie pas forcément. Alors évidemment, on ne va pas attendre et agoniser, mais si on peut, dès à présent, penser à prendre des compléments alimentaires, à faire du sport, toutes les choses qu'on oublie de faire, en fait. Bêtement, ça éviterait de prendre une aspirine, justement, dès que ça ne va pas. Parce que même si on ne mange pas de viande, même si on ne boit pas de lait, on prend aussi des médicaments. J'en connais certains parmi vous qui font de la méditation, qui font plusieurs choses. Je peux attester aussi que c'est efficace. Donc bravo. Alors je ne sais pas qui a des questions, je circule. Moi je peux commencer à poser une question. C'est bon. Voilà, bien, une question. Ah, je vais faire du sprint. Vous voyez, faire du sport. Bon voilà. Bonjour, moi ça fait un peu plus d'un an. Excusez-moi, mais on ne vous entend pas très bien. Ah bon, d'accord. Alors moi ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis vraiment tout sur Internet. Évidemment j'ai radicalement changé ma façon de vivre, etc. Bon, c'est vrai que les images que L214 a diffusées ont donné vraiment envie d'arrêter de manger des produits animaux, etc. Et pour l'expérimentation animale, j'ai toujours été plus sensible, mais depuis toujours, et je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai été malade et j'étais à l'hôpital pendant longtemps. Et je pense que la mentalité des gens, c'est comme en matière alimentaire, elle évoluera à l'égard des laboratoires pharmaceutiques qui font quand même 50% de la publicité qui passe sur toutes les ondes, que quand il y aura des images, des informations, et c'est-à-dire que ce qui se passe cet après-midi, ce sera en diffusion libre sur Internet. Bon, voilà, je pense que, d'accord, en plus, il y aura toujours peut-être 20% des gens qui diront, les animaux, c'est que des animaux, etc. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une visibilité beaucoup plus importante. Voilà. Et comme je suis allée à Animal Politique, je vous avais entendu dire que oui, vous aviez des images, etc. Alors il ne s'agit pas de faire gore du tout, hein, parce que d'ailleurs il y a une pétition qui circule sur Internet de faire interdire sur Facebook les sites de violence contre les animaux, les choses comme ça. Bon. Mais je pense qu'il faudrait éclairer les gens sur la manipulation qui est faite. Voilà. Exactement la même chose qu'avec la nourriture. Sauf que la nourriture, aujourd'hui, maintenant, ça y est. Il y a des émissions sur le bœuf à 1h du matin, bon d'accord, sur TV5 Monde, etc. Mais disons que ça devient accessible et les gens vont vers ça. Il faut faire pareil. Et vous aviez une question ? Non ? C'est quand ? Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a une question pour Audrey ? Moi j'ai une question, je suis désolée, je suis chiante. Okay. À ton avis, Audrey, est-ce qu'il n'y a pas justement... pas deux lobbies, le lobby agroalimentaire et le lobby pharmaceutique, mais vu que le bœuf, de toute façon, est bourré de médoc, est-ce qu'il n'y a pas justement les deux lobbies qui en feraient qu'un seul, donc peut-être encore plus compliqué à démanteler ? En tout cas, alors pour ce qui me concerne, je connais pas vraiment le lobby de la viande, etc. C'est plus par rapport au laboratoire pharmaceutique. Mais moi, ce qui m'a vraiment beaucoup inquiété pendant cette enquête, c'est le fait que on ne cherche pas à soigner les gens pour ce qui est de la R&D. C'est-à-dire que les sommes sont colossales et on le voit bien dans les rapports financiers que j'ai regardés des laboratoires pharmaceutiques. Les médicaments qui sont rentables ne sont pas des médicaments qui soignent. Au contraire, c'est des médicaments dont la prise est quotidienne et dont les gens vont être dépendants. C'est-à-dire que la R&D vise ce type d'addiction en fait aux médicaments et à développer donc des médicaments qui ne soignent pas en fait. Et c'est aussi ce que pointe du doigt Bruno Toussaint, qui est du coup le rédacteur en chef de la revue indépendante Prescrire. Donc finalement, c'est un système qui est extrêmement pernicieux puisqu'il entretient évidemment la maladie qui est rentable en fait. C'est le fonds de commerce avant tout. Donc c'est surtout voilà dans ce sens-là. Et je pense que évidemment c'est lié aussi à l'alimentation, enfin d'une certaine manière, oui. Une dernière question. Ok, on fait ou deux, trois. Qui en premier ? Oui, bonjour. Mon nom est Yann Toinet. J'ai deux casquettes, celle de militant animal et l'autre d'être un investisseur
dans tout ce qui est innovation, start-up, etc. Je le vois bien, les grands comptes, etc., ne s'intéressent qu'à des produits, des choses qui peuvent monétiser. Il faut que la dette de marché soit importante. Et j'ai essayé d'inviter justement à cette manifestation des groupes pharmaceutiques avec lesquels je travaille, qui manifestement sont moins intéressés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je bascule sur ma casquette militant animal. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On le voit bien, effectivement, en termes de communication. C'est un peu, je vais revenir en arrière, c'est un peu le pot de terre et le pot de fer. Il y a des lobbies, il y a des moyens humains, financiers, etc., qu'on n'a pas. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on arrive à faire sortir certaines choses. On peut éventuellement, et là je pense au boycott, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que nous tous pouvons faire pour justement élever ce niveau de awareness, je ne sais pas comment on dit, communication, à l'ensemble des gens pour que les gens se disent ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper dans le portefeuille. Malheureusement, c'est souvent le seul moyen. Justement, c'est très compliqué sur l'expérimentation animale. C'est pas aussi simple que pour la viande où il suffit en fait d'arrêter d'en manger. Et c'est aussi pour ça que c'est un sujet compliqué. Évidemment, mettre en avant les marques et acheter des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc ça va évidemment du maquillage, même la lessive. Faire attention. Il y a des marques où c'est marqué derrière qui revendiquent de ne pas tester sur les animaux. Ça, c'est le geste, j'ai envie de dire, en tant que consommateur. Après, évidemment, ne pas alimenter la surmédicalisation et quand c'est bête, hein, mais je dis toujours quand on a un rhume, éviter d'acheter, d'acheter des médicaments pour ça, ou ce genre de petits, de petits désagréments qui est surmédicalisé aujourd'hui. Mais je pense que la prise de conscience passe vraiment par l'information et que, en fait, comme on le disait tout à l'heure, que tant que les gens feront le lien entre c'est nécessaire, on n'a pas le choix. C'est ça qui est fatal en fait dans ce débat-là. C'est la question de choix. Autant on l'a en fait avec l'alimentation. Autant on suppose qu'on ne l'a pas au niveau de l'expérimentation animale. Et je pense que c'est vraiment une question d'élévation de la connaissance en fait, et de la diffusion de cette connaissance et le fait d'en parler. Enfin, je sais que par exemple, quand mon livre est sorti, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont lu et qui en ont parlé à leur travail, etc. et qui me disaient mais les gens savaient pas, on était horrifiés du niveau de désinformation qu'il y a sur ce sujet-là en fait. Et à partir du moment où on commence à remettre en question ce qu'on croyait savoir, notamment le fait que toutes ces expériences sont faites pour le bien-être de l'humanité et ce genre de choses, qu'on ne peut pas s'en passer aussi, qu'il n'y a pas de méthode substitutive. Voilà, à partir du moment où on commence à s'informer à ce niveau-là et à protester contre ça, ça permet notamment de mettre en œuvre des pétitions comme l'ICE qui a été menée jusqu'à la Commission européenne quand même en 2015. Donc c'est pas rien. Ça montre une prise de conscience de l'opinion publique et ça permet aussi aux politiques de s'emparer du sujet quelque part. Et je pense que malheureusement les moyens sont réduits, mais que si le débat arrive à être public, ça peut influer sur la loi, même si c'est long. Je pense que c'est la voie qu'il faut prendre en tout cas. Ok, donc j'ai une autre question. Je suis Eric, militant pour diverses associations de protection animale. Et déjà merci Audrey d'avoir écrit le livre Animal profession de laboratoire. Et donc ce que je voulais poser comme question, c'est quand on voit l'acharnement médiatique lors de la soirée Téléthon vis-à-vis du public qui justement rassure les consommateurs de médicaments que la recherche médicale est utile pour soigner diverses maladies, on se dit qu'on est vraiment face à un mur, et comme ça rejoint un peu la question précédente, qu'est-ce qu'on peut faire, même avec l'initiative citoyenne européenne qui a été refusée par les députés européens, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Alors il y a des écoles de médecine, je pense qu'il faut aller vraiment ici, il faut que les nouveaux chercheurs refusent cette expérimentation animale. Et la question c'est, est-ce qu'il est prévu que toi ou différentes associations aillent dans les universités pour justement prêcher la bonne parole?
Évidemment, enfin, le but, c'est de refuser le plus possible l'expérimentation animale et de refuser en fait le conditionnement qui est fait à partir du lycée maintenant avec les dissections, ça commence par là. Et du coup, on se gargarise de ne pas faire de sensiblerie parce qu'on est capable de disséquer ou de faire de l'expérimentation animale. Il y a une certaine forme d'orgueil qui est assez présente là-dessus. Et du coup, c'est vrai que moi, je pense en tout cas, enfin, je vais lancer un appel à témoins à partir de septembre avec la diffusion des images pour essayer de justement avoir des témoignages, puisque ces gens qui travaillent dans les laboratoires notamment ne peuvent pas s'exprimer au niveau de leurs collègues ou de la hiérarchie, c'est bloqué. Ils vont pas prendre le risque en fait de critiquer ce qui se fait. Donc en général, quand ça se passe mal, c'est l'euphémisme qui est utilisé, ils changent d'unité de recherche. C'est-à-dire que quand c'est vraiment insoutenable ou quand plutôt que d'en parler ou d'essayer de changer des choses, c'est eux qui s'en vont et qui vont ailleurs. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc par rapport à ça, c'est vrai que l'appel à témoins et le fait de trouver des gens qui puissent rentrer dans les laboratoires et filmer, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement nécessaire par rapport à la prise de conscience du grand public qui ne se rend pas compte. Et le fait de diffuser dans la presse des images qui ne correspondent pas à la réalité sous couvert que ce serait insoutenable, ça permet aussi de se voiler la face constamment. Donc il y a toute cette partie appel à témoins, investigation que pour ma part, en tout cas, je vais mettre en place à partir de septembre parce que je pense que c'est nécessaire et que ça ne se fait pas pour l'instant. Et l'autre volet, évidemment, c'est de décrier ce qui est fait avec le Téléthon et la manière dont on instrumentalise aussi les enfants malades, évidemment. Et puis montrer et finalement demander voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé et ce qu'on ne peut pas faire autrement. Cette question-là, elle n'est jamais posée en fait au moment du Téléthon. Et ça fait aussi partie du débat public et je pense que c'est uniquement comme ça qu'on peut, voilà, en essayant de confronter en fait les journalistes par rapport à cet événement du Téléthon et finalement les méthodes substitutives par rapport à ça. Voilà, s'il y avait même un budget du Téléthon qui serait consacré à ça, ce serait formidable. Donc il y a aussi des propositions positives en fait qui peuvent être faites. Et au niveau des médias, je pense que ça passe surtout par voilà, le fait de décrier ce qui se passe. Alors il y a encore 2 questions. Merci. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis membre de la commission Conditions animales d'Europe Écologie Les Verts et référente sur la question de l'expérimentation animale. Et en fait, c'est pas tant une question que je voulais poser à Audrey qu'une observation. Donc, valider tout à fait toutes les actions qui ont été suggérées, tout ce qu'il y avait à faire. Mais également, un point qui me semble tout à fait essentiel, c'est d'impliquer davantage les politiques et pour les impliquer, les informer très largement parce que, in fine, quelles que soient les campagnes, les pétitions, tout ce qui peut être organisé, c'est vrai que si au niveau des élus, il ne se passe rien, le public, on sait très bien que le public majoritairement est opposé à l'expérimentation animale et pour autant, il ne se passe rien parce qu'on sait aussi que les élus sont soumis à un lobbying intensif de tous les différentes industries, entreprises, chercheurs, enfin ce dont on a parlé dans le débat préalablement. Donc il me semble que dans les actions à envisager, il y a tout ce travail d'information sur les méthodes alternatives notamment, de manière à ce qu'il y ait aussi des décisions politiques qui soient prises à la fois pour agir sur la législation, puisque finalement, si on veut que les choses changent, il faut aussi à un moment donné que ça passe par le droit. Or, ce sont bien nos députés qui votent les lois. Et aussi, par exemple, débloquer des budgets pour des projets de recherche ou la formation des chercheurs dans les universités. Enfin, tout ce qu'on a évoqué ici, ça passe et ça remonte à un moment donné par nos élus. Et qu'il me semble qu'il y a tout un travail à faire parce que, voilà, moi personnellement, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup d'élus qui connaissent très très peu le sujet et qui se réfèrent, quand on leur parle de ce sujet, qui se réfèrent en fait à différents prix Nobel dont ils ont entendu parler et qui ont défendu l'expérimentation animale. Voilà. Mais c'était plus voilà, un point de vue que je voulais émettre et en remerciant aussi Audrey pour le travail et le courage par rapport à ces investigations. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, il me semble. Oui ?
Non, Lucille, tu veux pas rebondir sur le côté politique? Oui, plus tard le côté politique, en fait, on va en parler l'après-midi. en fin de colloque, puisqu'on a invité un député européen à ce titre. répondra mieux à cette question. Évidemment, on va reparler de ça, mais tout à l'heure. Monsieur? Oui, bonjour. J'ai beaucoup apprécié le côté cohérent et quasi-philosophique de votre exposé, y compris des touches d'ironie assez marquantes. Vis-à-vis de la cause en général, ça sera à la fois une question et une suggestion. Je me demande s'il n'y a pas une petite discipline assez peu connue qui serait bien utile d'utiliser, c'est l'épistémologie. L'épistémologie, vous savez, c'est la philosophie critique des sciences. On a une toute petite école d'épistémologie en France, mais très très bien construite, qui repose sur quelques noms, dont le plus connu est Bachelard, la formation de l'esprit scientifique. Si les scientifiques, ou soi-disant scientifiques, qui procèdent à l'expérimentation animale, lisaient attentivement Bachelard, ils s'apercevraient très vite qu'ils font de la mythologie scientifique, ils ne font pas de la recherche, ils font de la routine scientifique, ils font de la mythologie scientifique. Ils ne font pas de la recherche scientifique au sens fort, où la recherche tend à produire de la vérité, à changer de paradigme, à obtenir de nouvelles connaissances réellement, en éliminant donc tout ce qui est routine, tout ce qui est mythologie, tout ce qui est lié aussi à des intérêts purement comment dire, hors du financier, hors du monde scientifique. Donc je me demande pour notre cause si les militants n'auraient pas intérêt à lire et à étudier de près cette petite école d'épistémologie qui comprend Bachelard, qui comprend Canguilhem, un autre philosophe qui a notamment travaillé sur les sciences biologiques, justement, les sciences de la vie, où il y a vraiment une définition serrée et attentive de la science qui s'oppose à toute mythologie, à toute routine scientifique notamment. Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un a une question pour André? 2, 3 questions. Oh. Non, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, on a pris un petit peu de retard, donc ce serait bien de focaliser sur les questions, s'il vous plaît. Bonjour, je suis navré, c'est pas une question, mais du coup je vais Ah faire bon vite pour Je vais vous couper le micro. Non, c'était juste très rapidement pour apporter un tout petit bémol par rapport à un des points que vous avez soulevé, voire même peut-être une note un peu d'espoir, puisque comme monsieur tout à l'heure, dans mes activités professionnelles, je travaille avec des chercheurs, et je voulais simplement dire qu'au niveau de la recherche publique, il n'y avait pas un désintérêt du tout pour les méthodes alternatives, bien au contraire, puisque, comme vous l'avez dit, à un moment, c'est pas parce qu'une molécule va fonctionner sur l'animal qu'elle fonctionnera chez l'homme, et à l'inverse, c'est pas parce qu'elle fonctionne pas chez l'animal qu'elle fonctionnera pas chez l'homme. Et je pense que vous avez tous entendu parler, notamment en début d'année, des personnes qui sont mortes ou qui ont des gros problèmes neurologiques suite à un essai clinique. Donc c'est quand même, on en a beaucoup entendu parler. Il y avait encore un article cette semaine dans un journal là-dessus. Donc simplement pour dire qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau de la santé publique, il y a des financements qui existent. J'ai eu l'occasion de travailler sur des projets qui ont eu plusieurs millions d'euros pour développer des méthodes alternatives. Donc voilà, il y a quand même cette petite touche d'espoir. Merci. Je vous prie de m'excuser, monsieur, vous disiez que vous aviez eu l'occasion de travailler sur des méthodes alternatives. Je n'ai pas très bien compris la fin de votre phrase, pardon. D'accord, merci. Et vous voulez nous en parler rapidement? C'était quoi ces méthodes? Parce que c'est intéressant. On est là pour ça, donc c'est pour ça. En fait, comme vous le soulignez dans votre exposé, il y a certaines maladies, par exemple les cancers, qui nécessitent d'avoir des organismes entiers. Parce qu'effectivement, il y a des interactions entre le moment où on ingère une molécule, par exemple, et le moment où elle va vraiment arriver sur le lieu où elle doit avoir une activité thérapeutique. Et il y a un certain nombre de changements qui vont se produire, parce qu'elle passe dans l'estomac, parce qu'elle passe dans le sang, etc., etc. Donc c'est très difficile de reproduire ça si on n'a pas un organisme entier. Et donc il y a des projets qui essaient de reproduire à base de cellules, reproduire en 3 dimensions des organes, et par la même occasion de faire des mesures en direct sur les changements qui interviennent sur les molécules. Bon, c'est un petit peu complexe, mais l'idée c'est vraiment de reproduire des organes de façon in vitro. Merci beaucoup. C'est effectivement, on va parler de ça après. Je vois qu'il y a une autre question. Je repasserai devant après. D'accord. Merci. Oui, j'ai un peu deux questions. Marc Vallot, moi je fais partie du collectif contre l'expérimentation et l'exploitation animale. On cherche à médiatiser la problématique de l'expérimentation animale, effectivement.
Sur la question des politiques et de les sensibiliser, fin d'année dernière, il y a 3 recommandés qui ont été envoyés donc, aux 3 ministères qui chapeautent toutes ces questions-là. Donc sur la vivisection, pas de réponse. Donc comment les impliquer davantage? Comment les obliger à répondre? Ce serait une question qui me paraît assez fondamentale. Et puis donc on avait organisé une manifestation contre la vivisection sur Paris. Cette année, on va effectivement la mener dans Lyon, à Mézy, où se trouve le centre d'élevage des souches. Et donc le 3 septembre 2016, comment faire venir les médias nationaux? Aujourd'hui, on a régulièrement les médias locaux, mais dès qu'on veut passer au national, c'est la croix à la bannière, ça freine des cas de fer. Comment réussir à passer ces barrières? Voilà, c'est ma deuxième question. Donc, je vous remercie si vous avez des pistes de réponse. La première chose, par exemple, qui n'est pas forcément connue en France, enfin voilà, on imagine très souvent que l'expérimentation animale c'est lointain. Et si on veut chercher une carte très précise de tout ce qui se passe en France, des élevages, des firmes, des centres d'expérimentation animale, ça n'existe pas en fait. Et du coup, parmi les projets que j'avais, je voulais faire ça et le diffuser, le mettre en ligne. Et je pense que là, les médias seraient intéressés puisque du coup, ce serait aussi une source de connaissances et d'informations. Et je pense que les gens se sentent beaucoup plus concernés quand ils se rendent compte qu'à 20 km de chez eux, il y a un centre d'élevage, alors qu'ils l'ignoraient totalement, d'animaux pour les laboratoires, et qu'ils ignoraient aussi totalement qu'on élevait des animaux pour ça. Donc il y a aussi, je pense, le fait de montrer la proximité et de diffuser l'information sur qui fait quoi et où, puisque finalement, en tant que citoyen, on est tout à fait en droit de le savoir, et que c'est pas des informations qui relèvent d'un quelconque secret en dehors de ce qui concerne l'expérimentation militaire. Et donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je pense que effectivement, il faut passer par des images en fait. Je pense que c'est vraiment la seule voie, et L214 l'a bien compris, et je pense que c'est uniquement comme ça qu'on peut crédibiliser le discours et montrer que ce qu'on voit en photo, en manifestation, n'est pas du tout irréel. Encore récemment, il y a des commentaires qui montraient, enfin qui disaient que c'était un photomontage, une photo d'un singe que je vous ai pas montré, et alors que c'est une photo qui date de 2014 et qui vient d'un institut allemand qui est tout à fait identifié. Donc voilà, pour démystifier en fait ce qu'on imagine ne pas être ou être vraiment un arsenal de communication militant, je pense qu'il faut vraiment passer par les images et la diffusion des images et trouver des gens qui puissent justement montrer ce qui se fait dans les laboratoires, même si c'est très compliqué, ça se fait. Donc c'est la deuxième réponse. Ouais. Il reste une question. Oui, bonjour. Déjà, merci pour votre exposé. Et moi, j'avais une question par rapport à la réhabilitation animale. Quelle était votre opinion dessus? Donc, cette procédure qui permet de offrir une retraite dans la vie civile pour les animaux arrivés en fin de protocole, dont l'état de santé le permet. Donc, et qui est inscrite dans la loi française depuis 2013. Donc, c'était pour connaître votre opinion à ce sujet, si vous aviez rencontré des personnes dans votre enquête, qui avaient déjà fait ce genre de procédure. Alors évidemment, sur le principe, c'est bien, puisqu'on se dit c'est toujours ça de fait pour ces animaux. Le problème, c'est que les associations qui font ça sont en fait ne s'opposent pas à l'expérimentation animale. C'est marqué sur le site du Graal, par exemple, qui fait ça, qui ne s'oppose pas à l'expérimentation animale, puisque de facto, ils travaillent aussi avec les laboratoires. Ils ont une position qui est assez compliquée par rapport à ça, et surtout, ils sont instrumentalisés, à mon sens, par les laboratoires, qui redorent un peu leur image par rapport à ça, et ont tendance justement à diffuser, on le voit bien dans les reportages télé, dès qu'il y a un reportage ou quoi que ce soit sur l'expérimentation animale, il faut finir par une note d'espoir, voilà. Et la note d'espoir, c'est la seconde vie des animaux de laboratoire. Or, ça concerne moins de 1% des animaux, et surtout des animaux qui sont en bon état. Vous verrez pas d'animaux qui ont subi en fait des expériences invasives ou sévères. Donc finalement, ça transmet une image qui n'est pas fidèle à la réalité. Et c'est en ça que moi, je trouve ça extrêmement pernicieux, et je trouve ça c'est l'utilisation de ces associations par les laboratoires qui me gêne énormément. Et le fait de ne pas condamner frontalement l'expérimentation animale et de, évidemment, travailler avec les laboratoires, je comprends tout à fait que ce soit une position compliquée. En revanche, le fait de ne pas condamner ça, ça me paraît vraiment problématique. Alors, d'où l'intérêt de se présenter avant.
fait, je fais partie du GRAL, donc le groupement de réflexion et d'action pour l'animal. Et je voulais juste rebondir sur un point. On est complètement contre l'expérimentation animale. Mais à l'heure actuelle, pour les animaux dont l'état de santé le permet, leur éviter l'euthanasie. Oui, on est contre les laboratoires. Enfin, on n'adhère pas avec l'expérimentation animale, mais pour ces animaux qui sont en ce moment derrière et dans les labos, de pouvoir leur offrir une possibilité d'une retraite dans la vie civile, on ne peut pas leur tourner le dos en disant non, ce n'est pas éthique, on ne collaborera pas avec les laboratoires, donc on les laisse mourir, alors qu'ils pourraient avoir des possibilités de... Quand les animaux sont sains et qu'ils n'ont... oui, je suis tout à fait d'accord. Ils sont en état de bonne santé, pourquoi... Oui, sur le principe... Les labos, c'est les méchants, d'accord, on les euthanasie. C'est l'utilisation, en fait, de cette rhétorique-là par les laboratoires qui me gêne. Et en l'occurrence, mais il faut penser aux animaux en premier, en fait, et c'est eux qui doivent passer d'abord, parce que tant qu'on peut en sortir et en sauver. Le problème, c'est que le grand public retient, en fait, tout va bien parce que les animaux ont une seconde vie, et c'est ça qui me pose problème. J'avais quand même envie de vous remercier, la mademoiselle du Graal. Je suis en train de vous parler. Je voulais vous remercier pour la précision que vous avez apportée concernant votre opposition à la recherche. Votre voisine ne veut pas vous laisser écouter. Je pense que c'est important. Et oui, alors si effectivement c'est utilisé par les laboratoires, à titre personnel, c'est vrai qu'au final, ce sont toujours les animaux qui trinquent. Alors si effectivement il y en a qui peuvent être réhabilités, tant mieux. Alors voilà, c'est important aussi ce qu'Audrey dit concernant l'instrumentalisation et puis le nombre très peu important d'animaux réhabilités. Mais voilà, si c'est fait, si ça peut exister, je pense que c'est une bonne chose quand même. Voilà. Il faut juste, c'est la question de la récupération, de l'instrumentalisation qui est problématique. Mais en tout cas, merci pour la précision concernant votre opposition. Oui, parce que White Rabbit, qui réhabilite les lapins, marque sur son site qu'il ne s'oppose pas à l'expérimentation animale. Donc moi, là, ça me gêne vraiment. Oui, bonjour et merci à Audrey pour le travail énorme et courageux que vous avez fait. Au fond, ce que vous nous avez révélé en partie, très résumé, ce sont des informations que toutes les personnes qui ont entrepris des études médicales, paramédicales, chirurgiens, médecins, vétérinaires, etc., connaissent. Est-ce que c'est totalement désespéré d'attendre une réaction de la part des gens qui sont néanmoins concernés d'une certaine façon au premier chef? Ce que je voulais dire juste, c'est que je m'explique, je ne leur pardonne pas, je ne les excuse pas, mais je m'explique que sur un plan financier, des grands labos, des lobbies, etc., essaient de maintenir le privilège du profit. Mais ce n'est pas le cas de la médecine en général, disons, qu'elle soit pour les animaux ou pour les humains. Voilà. Est-ce qu'ils pourraient se mobiliser pour... Les chercheurs du public, c'est ça? Non, les médecins, tous les gens qui sont impliqués dans une profession médicale et qui sont au courant de ces pratiques et de tout ce que vous nous avez révélé. Donc la manière dont les chercheurs ou toute profession médicale peut... de prendre l'initiative de réagir pour des raisons d'éthique et scientifiques et de manière à promouvoir davantage les méthodes alternatives. Parce que ça ne peut pas venir de ces professions elles-mêmes, de ces professionnels eux-mêmes. Le problème, c'est que bien souvent, en fait, ils sont liés aussi, enfin, on le voit par exemple, je pense au cas des médecins, qui sont liés évidemment avec certains laboratoires, notamment dans les prescriptions qui sont faites, et qui alimentent aussi ce circuit-là, notamment de promouvoir certains médicaments plus que d'autres, ou de promouvoir les nouveautés commerciales, ou les blockbusters qui sont mis en avant par les laboratoires. Donc c'est là où aussi il y a un conflit d'intérêts en fait entre les professions médicales et les laboratoires qui est quelque part gênant. Après, c'est vrai que tout ce qui concerne les autres professions médicales, moi je connais pas suffisamment en fait pour savoir ce qui pourrait être fait en tout cas. Mais c'est vrai que dans ce qui concerne en tout cas les chercheurs, très souvent on se rend compte que c'est des décisions individuelles qui peuvent aussi changer les choses.
Par exemple, un chercheur que j'avais rencontré qui travaillait donc sur les primates en recherche fondamentale m'avait dit, parce qu'ils sont assez fermés en fait en huis clos, quand je dis qu'il y a un problème de formation, c'est réel. Et en fait, il me disait on a eu de la chance en fait. J'ai voyagé aux États-Unis et par ce voyage-là, j'ai réimporté en France une méthode qui est beaucoup moins invasive pour la recherche fondamentale qu'on fait sur la vision des primates, puisqu'avant on utilisait du fil barbelé et maintenant on ne le fait plus. Donc c'était un progrès qui était quand même concret pour les animaux de laboratoire et ça venait d'une initiative personnelle. Donc il y a aussi ce genre de choses qui peut améliorer concrètement en termes de formation continue des chercheurs, mais il faudrait que ce soit encouragé financièrement en fait. On va prendre une dernière question, on a encore un peu de temps. Oui, une dernière, ça va. Ok, pour madame qui est là. Non, c'était là. Bonjour. Je suis un peu intimidée. Moi, en fait, je suis animalière de laboratoire au CNRS. Et en fait, j'ai voulu faire ce métier-là parce que j'adore les animaux. J'ai toujours voulu protéger les animaux depuis que je suis petite. Et en fait, c'est un travail de tous les jours de faire en sorte que l'animal soit pris en compte et que les conditions s'améliorent. Petite parenthèse, oui, c'est très difficile de travailler dans ces conditions-là. J'ai fait en sorte de mettre en place des améliorations dans mon laboratoire, mais en fait, je me suis retrouvée toute seule à le faire, que les collègues se sont installés, je ne sais pas, peut-être dans une routine à continuer leur travail sans trop se poser de questions. Et en fait, c'est une lutte de tous les jours par rapport à mes collègues, les chercheurs. Il faut tout le temps taper du poing sur la table. Et j'ai fait partie du comité d'éthique et j'ai arrêté parce que ça me prenait mon temps sur ma vie privée. Et en fait, j'ai une question. Hein. Et en fait, là, je suis en train de me poser des questions sur mon boulot, savoir soit carrément changer parce que j'en peux plus, ou alors essayer de changer les choses à mon niveau. Je pense que j'ai des pistes pour vous. En tout cas... Et en fait, je voulais vous dire qu'on peut travailler dans un labo et aimer les animaux. Voilà. Moi, je suis végétarienne et voilà. Enfin, je suis choquée par tout ce qu'on peut faire. Et je voulais juste dire une chose, que les humains et les animaux, en fait, on est tous des animaux. Pour moi, il n'y a pas de différence dans quand on regarde au niveau du classement des espèces, on est des animaux. Il faudrait peut-être que... En fait, je pense que c'est ça aussi qu'il faudrait qu'on se rende compte qu'on est tous des animaux. Il faut arrêter de se mettre en haut de l'échelle, de se mettre en haut... Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Merci. Et je comprends pourquoi vous disiez que vous étiez intimidée au départ. C'est assez courageux d'avoir pris la parole... Et merci infiniment pour votre témoignage. Et je crois que Audrey disait avoir quelques pistes pour votre reconversion. La question, il y avait... Oui, pardon. Une question. En fait, j'ai appris des choses là ce matin, bien que je suis en plein dedans. En fait, je pensais pas qu'il y avait des tests comme ça sur les animaux au niveau, par exemple, des pesticides. Je pensais que c'était interdit, comme les cosmétiques. Je sais que c'est interdit, j'espère que je ne me trompe pas, en tout cas en Europe. Et je pensais que ça n'existait plus, les tests... Oui, en fait, le problème, c'est tout ce qui rentre dans le cadre de la toxicologie. C'est-à-dire que, et on le voit très bien dans le détail des chiffres officiels, en termes de toxicologie, on peut tester notamment les polluants agricoles et les pesticides. Donc, là, on est pour le coup vraiment dans de la toxicité et ça rentre en fait dans cette catégorie-là. Et c'est aussi le problème avec la cosmétique, puisqu'il y a pas mal de tests en fait de cosmétiques qui ont été réorientés en toxicologie. En fait.
Donc il n'y a pas de test de produits finis, mais en termes d'ingrédients, il y a des tests qui sont conduits. En termes de toxicologie, voilà, ça a changé de catégorie en fait. Donc oui, et les pesticides, ça se fait tout à fait. Ouais. Merci beaucoup pour vos questions. Nous allons donner la parole à André Ménache. Je voulais excuse-moi Audrey, je te prie. J'oublie tout le temps de le dire. Je sais que c'est une réalité qui est très dure, même pour certains, mais je vous invite en tout cas à acheter le livre, et même si vous ne le lisez pas, commencez les premières pages, s'il vous plaît. Parce que je me dis très souvent, voilà, j'ai pas fait ça pour rien. Le but du livre et le but d'avoir aussi un éditeur, c'est de pouvoir faire que le livre circule. Chaque livre vendu, c'est des gens qui apprennent des choses et qui savent aussi parler de ce sujet-là. Et c'est quelque chose d'important de savoir contre quoi on se bat, parce que dire faut pas faire du mal aux animaux, c'est très vite limité sur l'expérimentation animale. Et je voudrais préciser aussi que tous mes droits d'auteur sont reversés en fait. Donc chaque livre acheté, c'est aussi de l'argent que je reverse à 4 associations anti-vivisection et scientifiques opposées, notamment Antidote, Pro-Anima. Donc voilà, c'est important. Merci.